Alors, je pense que le sujet de l'IVG est un sujet qui est extrêmement important pour les femmes, en particulier les jeunes femmes, surtout quand on regarde statistiquement le nombre de grossesses qui donnent lieu à IVG. D'abord, il ne faut pas le banaliser, mais il faut en même temps en faciliter l'accès. Et c'est dans cet équilibre qu'il faut toujours travailler. Donc moi, je m'inquiète de voir d'ailleurs, quand on regarde les débats qu'on a eus, même ces derniers mois, où certains ont voulu revenir sur ce droit durement acquis. Il faut le protéger, bien expliquer ce que c'est, expliquer que pour une femme qui a recours à l'IVG, ça n'est jamais innocent. Et donc le plus important, c'est de permettre que ce droit soit un droit réel, et donc permettre l'accessibilité à la prestation médicale, et en même temps toujours permettre l'encadrement psychologique et le suivi. C'est ça le plus important pour faire de l'IVG une réalité sans la banaliser. Je ne crois pas que la solution elle soit dans la contrainte faite aux hôpitaux. Mon point, c'est de dire qu'il faut plutôt avoir une politique d'incitation que d'obligation pour les hôpitaux. Ça fait partie d'ailleurs de la réforme de l'hôpital que je veux porter, qui consiste à dire qu'on doit sortir d'une logique qui est purement une logique tarification à l'activité, pour aller vers une logique où l'hôpital est davantage présent sur la prévention et des activités de service public, ce que font beaucoup d'hôpitaux. Mais si on portait une obligation par la loi aujourd'hui, on ne prendrait pas en compte la réalité de l'hôpital. Mais surtout, il faut reconnaître là-dessus le rôle et l'importance du planning familial. Parce que c'est aussi l'accompagnement et le suivi psychologique, humain qui est fait des femmes et des jeunes femmes en la matière qui est décisif. Moi, ce que je pense, c'est que sur ce sujet, il y a deux réponses. Il y a une réponse d'ensemble liée à notre système de soins qui est de sortir l'hôpital d'une logique purement de tarification à l'acte et donc de redonner les moyens à l'hôpital d'être un acteur plein et entier de santé publique et donc de rouvrir des centres, mais avec une politique d'incitation et de tarification plus intelligente, plutôt que sous la contrainte. Et d'autre part, il y a mettre plus de moyens et plus l'accent sur le rôle important du planning familial et de l'accompagnement. Ce sont les deux leviers pour moi. Les ARS d'ailleurs, ça fait partie de la réforme, du coup on parle un peu plus de santé, que je veux faire, mais qui consiste à déconcentrer davantage de pouvoir au sein des ARS. Aujourd'hui, techniquement, une ARS, elle ne gère pas, elle gère silo par silo, mais elle ne peut pas décider qu'elle va remplacer une enveloppe de l'hospitalier par une enveloppe de la médecine de ville. Or, vous avez raison, parfois, il faut en effet restructurer tel ou tel hôpital, l'offre hospitalière, mais il faut redévelopper du service en ambulatoire ou en chirurgie, par exemple, dans le secteur privé. Ça, l'ARS doit pouvoir le faire, je souhaite qu'elle puisse le faire demain, en ayant davantage de pouvoir et de responsabilité, donc au niveau local. Ce qui veut dire décliner les objectifs qu'on a en termes de santé publique et de dépenses maladie au niveau de la région, avec une vraie latitude d'action. À côté de ça, donc ça pour moi, on doit le mettre dans les objectifs des ARS. Mais à côté de ça, plusieurs structures ont fermé parce que l'hôpital n'avait plus les moyens financiers de le faire. Et c'est là où la réforme, à la fois de la gouvernance et du pilotage financier des hôpitaux, intervient. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je souhaite plafonner à 50% de la stratégie budgétaire des hôpitaux, la tarification à l'activité. Le reste doit être défini en contractualisant des objectifs de santé publique. Et c'est là où on contractualise avec l'ARS. Et vous faites porter à un hôpital ou une clinique l'objectif de participer à cette politique d'ensemble. Le harcèlement dans les transports ou dans la rue, c'est un fléau. Certaines statistiques, certains sondages disent que 100% des femmes en région Île-de-France sont harcelées. Moi, je vois quotidiennement. Quand on a fait la grande marche, qui est de questionnaire à 100 000 Français pour construire le projet au mois de mai-juin, moi j'étais très impressionné. C'est le chiffre qui est ressorti le plus en avant. Et comme aussi une libération d'en parler. C'est-à-dire, vous imaginez quand même la démarche. On arrive chez des gens, on fait un questionnaire. Les femmes qui étaient interrogées, c'est ce qu'elles ont le plus verbalisé. Bon. Donc ça, c'est un vrai fléau. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une espèce de lâcheté collective ou de banalisation de ce qui est en train de se passer. Là-dessus, moi, je rends le harcèlement, les comportements de harcèlement dans les transports ou sur la voie publique, je les mets dans la catégorie des infractions pour laquelle nous apportons une réponse immédiate dans le cadre de la réforme en termes de sécurité. Ça fait partie de ces infractions du quotidien qui insécurisent, c'est-à-dire qui réduisent la liberté. Il n'y a pas de vraie liberté s'il n'y a pas de sécurité. Et ceux qui y sont d'ailleurs soumis, ce sont les plus fragiles, ce sont les plus modestes, ce sont les classes moyennes et les classes populaires. Quelqu'un qui a les moyens, il n'est pas sujet à ces problèmes du quotidien, beaucoup moins, parce qu'il est beaucoup moins exposé. Donc c'est une vraie mesure pour moi, non seulement de sécurité, mais de liberté et de justice.
La réponse que je compte apporter à celle-ci, elle est simple, c'est de donner à nos forces de l'ordre la possibilité de verbaliser de manière immédiate. Et donc, de faire une vraie campagne de communication. Je l'ai dit quand j'ai annoncé mon programme. J'ai dit que pour moi, l'égalité homme-femme, avec tout ce qu'il y a en termes de composantes salariales, d'accès aux responsabilités, aux droits du travail dans le monde politique ou de l'entreprise, mais également la lutte contre les violences faites aux femmes, c'était une cause nationale. Une cause nationale, elle se décline par des actions de mobilisation, par des changements législatifs et des changements de comportement. C'est d'abord une vraie politique de communication sur laquelle je m'engagerai personnellement. Parce qu'il faut nommer le mal et dire que ça n'est pas normal et que ça n'est pas quelque chose qu'on doit accepter. Et donc, il faut inciter les gens à le dénoncer. Les gens qui assistent, les gens qui subissent. Les deux. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi on n'en parle pas ? Parce que les femmes ont honte quand elles le subissent. Pour avoir beaucoup parlé justement de ce sujet, y compris pour travailler dans des centres, alors plus de femmes qui subissaient des violences conjugales, mais tout se tient. On s'aperçoit qu'il y a une honte de subir des violences, qu'il y a une forme de sentiment de culpabilité qui finit par s'installer et qui d'ailleurs est fou quand on prend du recul et qu'on le voit à l'extérieur, et qui bloque tout. Et de la même façon, il y a une forme d'omerta pour toutes celles et ceux qui assistent à ces scènes. Je compte faire une action de communication pour dire, le dénoncer, donner la proportion, et dire, allez tout de suite le dénoncer. Vous le dénoncez aux forces de l'ordre, vous qui êtes victime, vous qui êtes témoin. Et je donne le pouvoir aux forces de police et de gendarmerie de procéder à une amende immédiate. Je pense surtout qu'un changement de doctrine très profond, on va moins vers une police de l'intervention ponctuelle, mais beaucoup plus vers une police de quartier qui construit sa présence sur le territoire, c'est fondamental. Parce que ça veut dire que derrière, quand on notifie des violences sur une ligne, sur une station de RER, une station là, on construit une solution de sécurité qui est haute. Ça veut dire que cette police de sécurité quotidienne, elle a vocation à patrouiller. Comme d'ailleurs ça commence à être fait sur certaines lignes dites sensibles. Donc là, vous avez des forces qui sont présentes. Donc là, vous pouvez les solliciter et procéder au signalement. Je suis aussi pour d'ailleurs généraliser la vidéoprotection et qu'on puisse reconnaître les individus qui procèdent à ces violences. Et la réponse immédiate que je donne aux forces de police qui n'existe pas aujourd'hui, c'est le pouvoir d'amende. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même quand d'abord, on ne dénonce pas, on dénonce trop peu, c'est bien souvent juste un rappel à l'ordre. Et ensuite, quand c'est caractérisé comme un vrai harcèlement ou une quasi-violence, on peut procéder à procès verbal et on renvoie vers le juge. Simplement, on sait très bien la réalité sur toutes ces infractions du quotidien. Les délais sont extrêmement importants. Ils sont pour beaucoup classés sans suite ou font l'objet d'un rappel à la loi parce qu'ils interviennent massivement dans les zones où il y a déjà le plus de criminalité, où les juges sont totalement thrombosés. Et il n'y a pas de vraie efficacité. Le lendemain, la personne qui a fait ça revient sur le terrain. La personne qui a été harcelée peut-être le recroise. Et le policier qui est là à nouveau se sent impuissant. Pour les violences qui sont faites au travail, pour moi, c'est une nature qui est différente. Enfin, les violences, le harcèlement ou les agressions, puisque là, c'est différent. Tout ce qui relève du harcèlement comme des discriminations aujourd'hui est puni par la loi, on le sait bien. D'ailleurs, j'ai toujours pris soin dans les réformes que je porte, des prud'hommes ou d'autres procédures, d'isoler. Quand un licenciement sans cause réelle et sérieuse a un sous-jacent qui est de la discrimination ou du harcèlement ou des choses comme ça, ça reste dans les licenciements très graves, il n'y a aucun plafonnement. C'est pour moi vraiment quelque chose qui est gardé à part. Ensuite, il y a la protection de celles et ceux qui se trouvent dans cette situation. Ce que je propose, c'est, premier point, de reporter le fait générateur du délai de prescription à la fin du contrat. Parce qu'aujourd'hui, un des éléments très pervers, quand il y a des harcèlements, voire quand il y a des violences qui sont faites au travail, le délai de prescription court à partir du fait générateur. Ce qui est totalement hypocrite, parce qu'une femme qui est dans une situation de subordination, qui souffre de cette situation, elle ne le dénoncera pas la plupart du temps. Il y en a qui démissionnent, qui le dénoncent, tant qu'elles sont en poste. Sur la prescription, il y a des réponses qui ont été apportées dans la loi récente, qui ont allongé les délais. Moi, je pense qu'il faut aussi qu'on regarde à chaque fois quel est le moment à partir duquel le délai commence à courir. Et en l'espèce, pour les agressions qui sont faites dans le cadre du travail, ça ne doit pas courir à partir du moment où on est encore dans une relation de subordination, c'est-à-dire celle d'un salarié à l'égard de son employeur ou d'un cadre ou d'un autre acteur du travail. Ensuite, là aussi, c'est une vraie sensibilisation. Pour moi, ça doit faire partie de l'égalité homme-femme, du dialogue social de l'entreprise et de la branche. On a le dispositif juridique. Il ne faut pas prendre de nouvelles lois. Il faut les faire vivre dans le dialogue social. Et aujourd'hui, elles ne vivent pas suffisamment. Et donc, c'est là aussi de la sensibilisation, des discussions qui se structurent dans le dialogue social et donc avec
des intérêts constitués, des représentants, mais derrière, on doit avoir une réponse pénale qui est à la hauteur de ce qui est subi, et donc avec les bons mécanismes. Il faut le combiner, il faut reconnaître le fait qu'en effet, ce sont des situations très traumatiques où il y a du refoulé, et donc on sait bien qu'on a des enfants qui ont fait l'objet d'agressions, donc d'agressions sexuelles, de viols, qui refoulent à un tel point que ça ressort en effet très tardivement et que ça met dans une situation ensuite d'impasse. À ça s'ajoute malgré tout la difficulté de reconstituer les preuves 20 ans plus tard. Et c'est une des vraies difficultés. C'est qu'une fois qu'on a réglé ce problème, quelle est la capacité, X années plus tard, de reconstituer les éléments factuels, les acteurs. Donc, je pense qu'il faut toujours garder à l'esprit cet équilibre si on veut être efficace et ne pas ouvrir un droit qui n'aura aucune efficacité. Donc là aussi, moi, je crois beaucoup, malgré tout, à la politique de divulgation au sens premier du terme, c'est-à-dire, je pense que c'est des sujets dont il faut parler, dont il faut faire des débats publics, pour que les jeunes adolescents soient aussi sensibilisés sur ce sujet. Et je pense que c'est fondamental qu'à l'école, il y ait des discussions sur ces sujets, parce que c'est le seul moyen, c'est le moyen le plus efficace. Et je pense qu'on se tromperait à ne prétendre le régler que par la durée de prescription. Néanmoins, je ne suis pas hostile sur ce sujet-là. On considère les voies et moyens de l'étendre à 30 ans. Parce qu'en effet, on a eu plusieurs cas, on a regardé. Alors, je ne suis pas pour l'imprescriptibilité, parce que je pense que c'est absolument ingérable. Et on rentre d'ailleurs dans une nature du droit qui nous conduirait dans une logique qui n'est pas celle du droit français et avec une réponse qui n'est pas adaptée. Néanmoins, je pense qu'en raison, ça doit mûrir entre à la fois les associations de victimes, les magistrats. Il faut toujours suivre ces sujets avec beaucoup de vigilance. À titre personnel, je suis prêt à ouvrir le sujet pour considérer l'allongement à 30 ans, mais je ferai, pour moi, de la sensibilisation et de vraiment dialogue avec les adolescents une priorité sur ce sujet. L'aide médicale à la procréation aujourd'hui, elle est à 95% thérapeutique. On le sait bien. Et quand on regarde où nous en sommes sur le plan de la science et de ce qui peut aujourd'hui être fait, je ne comprends pas, je ne sais pas justifier la discrimination qui aujourd'hui existe et qui fait qu'on n'ouvre pas cette technique à des femmes seules qui ont un projet parental ou à des femmes qui vivent en couple. Donc, ma philosophie, c'est précisément celle qui consiste à donner ce droit, compte tenu du fait que cette technique est sécurisée, qu'elle est encadrée médicalement, qu'elle est éthiquement validée. Donc, il y a sur ce sujet, on attend l'avis du Conseil national d'éthique. Il dit qu'en procédure, je préférais qu'il soit remis, il sera remis peu après l'élection présidentielle, pour faire l'objet ensuite d'une application en bon ordre, et que le débat soit porté éthiquement. Je pense qu'il ne faut pas ouvrir des fronts inutiles sur ce sujet. Néanmoins, je l'ai dit, je considère que la discrimination qui existe aujourd'hui n'est pas justifiée. Parce que ce débat a été pollué par celui sur la GPA, qui est à mes yeux d'une nature très différente. La GPA, c'est le croisement d'un projet de parentalité d'un couple et d'un projet de maternité atypique, une femme qui va décider d'être porteuse. Et là, pour le coup, je considère qu'on n'a pas purgé le débat philosophique sur le second point. Et pour ma part, je suis défavorable à la GPA pour cette raison-là. C'est que je pense qu'il y a un problème de dignité de la personne et de la capacité qu'on a à disposer d'ailleurs de son corps, où pendant 9 mois, on va porter un enfant avec lequel on construit un lien affectif, physique, physiologique, dont le projet in fine est d'être donné, avec d'ailleurs un cadre marchand, etc., etc. Et donc, je pense que c'est très différent. La nature de la GPA est profondément différente de celle de la PMA. La PMA, c'est un projet de parentalité et fait par, on sait bien, une technique médicale donnée, mais elle ne vient pas engager 9 mois de la vie d'une tierce personne. C'est totalement différent. Donc, mon opposition à la GPA, elle est liée à la nature très spécifique donc, de la grossesse pour compte de tiers. Elle est liée aussi au fait que je pense que le principal combat que nous devons avoir sur la GPA, c'est celui de la normalisation des pratiques sur le plan mondial. Moi, je l'ai dit à plusieurs reprises.
Pour moi, la priorité sur la GPA, c'est pas de reconnaître la GPA en France. Je ne le ferai pas. C'est deux choses. De se battre pour lutter contre l'esclavage du corps des femmes et la marchandisation, justement, des jeunes enfants. Et ça, c'est une bataille à mener sur le plan mondial et la France doit en être le leader. Dans un cadre pour créer une convention type l'AE, c'est-à-dire qui donne un cadre de droit international privé qui encadre justement tout cela et permet justement de normaliser les choses et évite le quasi-esclavage qu'on a dans certains pays. Et d'autre part, on a un cas réglé en France qu'il faut arrêter de traiter avec hypocrisie, qui est le cas des enfants nés sous GPA à l'étranger. Et sur ce sujet-là, je l'ai dit, autant je désapprouve la GPA, je ne suis pas dans l'hypocrisie, il y a des gens qui ont recours à la GPA à l'étranger. Mais il faut arrêter de penser qu'on va laisser des enfants dans une situation... Donc je les régularise. Mais ça ne relève même pas de la loi, c'est une circulaire. Ouais. Et donc, parlons-nous franchement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Si vous êtes un couple qui a des relations ou des moyens, vous allez faire régulariser votre enfant. C'est ce qui se passe. Et donc, mais je ne dis pas ça du tout contre celles et ceux qui sont mis dans cette situation. C'est d'ailleurs pour eux une vraie lutte, un vrai combat. On sait que c'est extraordinairement traumatisant aussi. Mais vous avez du coup des couples qui se retrouvent avec des enfants nés sous GPA à l'étranger, qui n'arrivent pas à le faire. Qui en est la victime ? L'enfant. Je ne suis pas pour purger tous les débats éthiques avant, parce que je pense que ces débats éthiques, ils doivent exister dans un cadre construit, et le président est l'arbitre de ces sujets. Mais sous votre contrôle, je vais juste livrer une remarque sur ce sujet de bon sens. C'est que les hommes peuvent le faire. Et donc, c'est un peu le parallélisme que je faisais tout à l'heure avec la PMA. Quand on a ouvert bioéthiquement le recours à des pratiques aux hommes, je ne vois pas pourquoi on ne les ouvre pas aux femmes. Ça n'est pas un critère bioéthique, c'est un critère de discrimination. Donc, si aujourd'hui, bioéthique, l'autoconservation à des fins non médicales, parce qu'aujourd'hui on peut le faire quand on a une chimio, quand on a... Bon. Si l'autoconservation était interdite de la même façon aux hommes, je dirais que ça n'est qu'un sujet de bioéthique, et donc je le livrerai au débat, je demanderai et j'organiserai ce débat bioéthique qui n'appartient pas au président de trancher. Je ferai cela, mais je vous dis simplement, je colore ce débat de mon point de vue, en vous disant, dans la mesure où cela est permis aux hommes, cela me semble injuste de ne pas le permettre aux femmes. Ça n'est pas simplement une question de bioéthique en l'espèce. Mais sur tous ces sujets de bioéthique, je pense que notre pays a besoin d'un vrai débat apaisé. Parce que, j'ai eu l'occasion, ça a été d'ailleurs mal interprété, parce que ça n'a pas été une interview en bonne et due forme, mais un mot sorti de son contexte. Je pense que ce qui n'a pas été dans la discussion de la loi, pour le mariage pour tous, qui était une loi que j'ai toujours soutenue, que je considère comme totalement nécessaire et une vraie loi de progrès, c'est qu'on a mêlé des sujets de société avec des sujets de bioéthique et des débats qui étaient à la fois des débats d'accompagnement de la modernisation de la société et de représentation de la filiation. Il faut bien séparer tous ces sujets. Et donc c'est pour ça, quand vous dites on s'est arrêté sur la PMA, moi j'ai une position très claire sur la PMA parce que je considère que c'est un sujet d'égalité. Je dis, on fait une discrimination qu'on permet à certains couples. Donc je le sors du sujet bioéthique, mais il a été contaminé par le débat et les fantasmes sur la GPA. Et parce que derrière, je veux qu'on ouvre un vrai débat bioéthique, parce que nous devons à la société française un débat dépassionné sur la filiation, sur quelle est la nature de la filiation, qu'est-ce que c'est que la filiation. La filiation, c'est pas simplement vrai de dire que c'est un papa et une maman, comme certains disent. C'est d'abord avoir un papa et une maman et de l'amour. Et parfois, c'est un papa et de l'amour, c'est une maman et de l'amour, c'est un papa et une maman et de l'amour, et parfois, il y a un papa et une maman et pas d'amour. Et ensuite, c'est réinscrire un enfant dans une filiation et une hérédité. Et donc, ce sont des parents, mais aussi des grands-parents, des arrière-grands-parents. Et il ne faut pas nier cet aspect qui, sur le plan anthropologique et philosophique, reste fondamental. C'est ça le débat sur la filiation. Et donc, ça n'est pas qu'une vision normative et génétique. Mais c'est un débat qui doit se mener. Je vous livre une conviction personnelle, mais je ne le préempterai pas sur le plan politique. Parce que je pense que ce débat, il est très traumatisant de manière sincère pour certaines personnes. Et quand je dis ça, je ne parle pas des extrêmes d'un camp. Je parle des femmes et des hommes qui, dans notre pays, pour des raisons de conception philosophique ou religieuse, sont sincèrement insécurisés ou inconfortables avec ces transformations, en tout cas ces changements de la société. Ou simplement cette plus grande transparence où notre société reconnaît des choses qui ont toujours existé. Donc il faut
leur laisser le temps, il faut construire le débat, il faut apaiser la société sur ces sujets. Voilà, donc je dis juste, il y a les sujets philosophiques, les sujets politiques, les sujets bioéthiques, les cadres sont différents, et il faut laisser le temps à la société d'avancer en cohésion sur ces débats. Alors d'abord, il y a un travail remarquable qui a été fait par vous, journalistes, par les associations de sensibilisation. On a nommé, il y a des spots publicitaires, il y a une vraie mobilisation qui s'est faite pour expliquer. Parce que bien souvent, ça n'était pas reconnu. Et la difficulté, c'est que c'est dur à diagnostiquer. Donc sur le sujet, moi je vois 3 axes. Le premier, vous l'avez dit bien, c'est la recherche. Et donc c'est d'en faire un vrai sujet de recherche médicale, parce que comme c'était un tabou, la pathologie n'était pas identifiée, avec d'ailleurs tous ces risques, parce que je ne prétends pas être un expert, mais au-delà, évidemment, de l'infertilité à court terme et des troubles au moment, justement, où c'est diagnostiqué et avant, c'est ensuite toutes les conséquences extrêmement graves auxquelles ça conduit, et justement, les lésions, la mortalité, et l'ensemble des conséquences symptomatiques et thérapeutiques. Exact. En plus. Oui, mais au-delà de ça, je pense que c'est une pathologie dont il faut comprendre justement tous les tenants, les aboutissants. C'est une maladie sociale et une vraie pathologie. Donc il y a un vrai travail de recherche et un axe de recherche à développer, à conforter, à financer. Ensuite, il y a pour moi la création des centres d'excellence qui, là, et toute leur filière d'accès, qui assure la prise en charge globale et pluridisciplinaire. Parce que comme vous l'avez dit, pathologie qui est difficile à diagnostiquer, qui parfois d'ailleurs conduit à mettre en réseau plusieurs types de spécialistes. Et donc, ces centres d'excellence, c'est ce qui permet vraiment de faciliter le diagnostic, de l'encourager et de l'accélérer. Et puis, il y a ensuite la formation, l'éducation, on en revient à la même chose, la formation des médecins et des personnels soignants, qui a été suffisante parce que très longtemps, ça a été un tabou, et vous l'avez dit de manière assez directe dans votre question. Et la formation aussi des femmes, dans la sensibilisation. Il faut voir que quand des premiers symptômes apparaissent, ça doit être un réflexe. C'est d'ailleurs comme ça que beaucoup de pathologies ont été appréhendées de manière beaucoup plus efficace. Donc voilà, recherche, centre d'excellence et formation. Vous l'avez dit, la loi définit le principe très bien avec les pénalités. Quelle est la réalité? Qu'est-ce qu'il y a derrière le chiffre qu'on donne toujours sur l'inégalité salariale homme-femme? Il y a des comportements qui sont, de manière évidente, des discriminations salariales. Une femme fait le même travail qu'un homme dans l'entreprise, elle n'est pas payée pareil. Il y en a, c'est pas la plus grande, c'est pas la majorité. Il y a des discriminations à la promotion. Les femmes vont être moins promues dans l'entreprise, et donc à la fin, on regarde, on dit voilà, vous avez autant d'hommes que de femmes, mais il se trouve qu'elles ne gagnent pas pareil parce qu'elles n'ont pas les mêmes postes de responsabilité. Et donc elles n'ont pas la même trajectoire de l'entreprise, beaucoup plus insidieux et compliqué. Et le troisième fait, c'est que les femmes sont beaucoup plus cantonnées au travail à temps partiel et donc sont moins payées. Et en même temps plus précaires, etc. Je ne reviens pas sur certaines d'ailleurs filières professionnelles qui se sont beaucoup féminisées, caissières, etc., qui d'ailleurs ont des vies totalement fragmentées sur le plan professionnel. La réponse ne peut pas être par la loi. Parce que la loi ne peut pas rentrer dans l'intimité de l'organisation de l'entreprise, ça n'existe pas. Alors, elle est dans 2 choses à mes yeux. Avoir un dialogue social et une responsabilité sociale dans l'entreprise beaucoup plus exigeante sur ce sujet. Et donc faire de l'égalité homme-femme sous ces composantes que je viens de donner un sujet de l'accord d'entreprise et de l'accord de branche. De demander où on en est, de demander de la visibilité et de pouvoir, dans la relation d'ailleurs entre le salarié et celles et ceux qui le représentent et qui représentent ses intérêts, lever ces sujets. Très peu, vous n'avez pas d'obligation. Il y a beaucoup d'entreprises où il n'y a pas d'accord et jamais d'accord sur ce sujet, et donc pas de transparence. Et derrière, pas de vraie contrainte sur le patron. Donc ça, c'est le premier point. Comme moi, je donne beaucoup plus de place au dialogue social, j'en définis le champ, je permets aux entreprises de construire les équilibres par un accord majoritaire d'entreprises et de branches, je le mets dans le cadre de cet accord. C'est absolument essentiel si on veut le crédibiliser et si on veut que tout le monde en prenne sa charge. Et il faut que les syndicats, je sais d'ailleurs qu'au niveau des confédérations, ils le portent, mais que les syndicats partout dans l'entreprise considèrent que c'est un sujet prioritaire. Parce que c'est un sujet d'égalité, mais c'est aussi un sujet d'efficacité. Parce que quand on ne promeut pas des gens qui sont bons, qui ont du dynamisme, de la volonté de faire, ou qu'on les bloque en fonction de ce qu'ils sont, comme je dis souvent, qu'on les assigne à résidence,
On détruit de la valeur pour tout le monde et c'est injuste. La deuxième chose que je fais, ça c'est la responsabilité de l'État, c'est que je cible les pratiques de contrôle. Et donc, je généralise le testing. Et donc, ce testing, il donne lieu à deux choses derrière. Un, des sanctions. C'est un non-respect de la loi. Si dans un testing, donc une enquête anonyme, je sais identifier qu'une femme a le même job qu'un homme, exactement la même fiche de poste et qu'elle est payée 20% de moins, ça n'est pas contrôle. Alors, très concrètement, sur les discriminations à l'embauche, je propose le testing, comme on vient de le dire, qui sur la discrimination à l'embauche pour moi est très structurant, et deux, pour celles et ceux qui viennent des quartiers. Donc, la discrimination à l'embauche, elle permet d'identifier les comportements qui sélectionnent sur le prénom consonance, sur l'adresse, etc. Et éviter les comportements déviants. Et deux, moi je crois à une politique extrêmement vigoureuse d'accompagnement des jeunes femmes comme des jeunes hommes qui viennent des quartiers en difficulté. C'est pour ça que dans mon programme, il y a ce dispositif d'emploi franc qui consiste, sans limite d'âge d'ailleurs, ou conditionnalité impossible, à, pendant 3 ans, accompagner une personne qui vient d'un quartier politique de la ville lors de son embauche. Et donc permettre d'avoir 15 000 € d'allègement de cotisation pour l'employeur pendant 3 ans, sur les 3 premières années de l'embauche, lorsqu'il prend un jeune ou un moins jeune des quartiers politiques de la ville. J'étais hier au Muro, je peux vous dire ce que me disait une jeune femme qui était là. Elle dirigeait une association, elle était extrêmement efficace, formidable, etc. Qu'est-ce qu'elle me disait ? Au début, on prend mon CV. Et puis on regarde l'adresse, c'est les Mureaux. Donc, vous devez d'abord essayer d'interdire ça, mettre la pression. Ça, c'est le testing. Mais deux, quel est le problème ? Ils disent que ces jeunes sont moins bien formés. Ces jeunes ont plus de difficultés. Il y a malgré tout une appréhension. Et donc, vous devez avoir un effet en quelque sorte starter. Ce qu'il faut faire, c'est casser les représentations. C'est montrer ce qui est la réalité, que beaucoup de jeunes, et en particulier de jeunes femmes qui viennent de ces quartiers sensibles, qui ont dû mettre beaucoup plus d'énergie. Il y avait hier une table ronde d'entrepreneurs, une jeune femme extraordinaire. Elle m'a donné son livre, je l'ai là-bas. Une jeune femme qui est venue avec ses parents de Roumanie, et Rome, qui est devenue avocate, qui a écrit un livre. Elle est incroyable. Je peux vous dire, c'est une sacrée gifle quand elle commence à vous parler. Parce qu'elle dit, voilà, moi, mes parents me sont battus pour que je sois scolarisé, etc. Ils mendiaient dans la rue, rien n'était fait pour moi, donc elle est en droit. Et elle dit, moi, je suis en droit. Mais ma vie, elle n'a rien à voir avec les autres qui sont en droit avec moi. Je me suis beaucoup plus battu. Et ça, je veux dire, quand vous êtes un employeur, que vous avez le CV, qu'elle a l'adresse des Mureaux, qu'elle a un prénom à consonance roumaine, il y a une photo et qu'elle ressemble à une jeune femme d'origine rome, combien d'employeurs vont se dire « ouais, moi je ne prends pas ». Alors que si vous lui donnez sa chance en disant « voilà, je l'aide », mais ils vont voir à quel point cette jeune femme, moi je l'ai vu tout de suite, est un trésor. C'est-à-dire qu'elle a une énergie, une capacité à faire, mais qui est 10 fois supérieure. Moi, je n'étais pas comme ça à son âge, parce que je n'avais pas eu à me battre comme elle. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, ce qui est un plafond de verre fait que les jeunes femmes issues de ces quartiers qui sont aujourd'hui multiplient les contraintes, ont en même temps une énergie et une capacité à faire qui est bien supérieure à beaucoup d'autres. Je pense que moi, ça correspond à ce que je veux faire. Oui, mais ça correspond même à la philosophie d'ensemble qui est la mienne, qui est de libérer les énergies et de conduire les uns et les autres à prendre leurs responsabilités et porter sur le terrain leurs innovations. Et donc, je suis favorable à ce qui s'est fait à Sciences Po. Il y a une très bonne loi qui a été votée en 2013 sur la base de l'expérience texane qui fait qu'on garantit l'accès dans les classes prépa aux meilleurs élèves venant des régions. Donc, toutes ces politiques me semblent extrêmement pertinentes dans la République. Moi, je les assume, ce sont des politiques de discrimination positive. Ça fait hurler certains. C'est pas le logiciel de la République, la belle affaire. La République, c'est de faire réussir les gens dans un projet d'émancipation. Il faut arrêter les bêtises. C'est pas d'assigner à résidence des gens, de ne pas vouloir regarder les choses en face, de dire il continuera à avoir des beaux quartiers et des quartiers pourris, et tout le monde ira bien. Non, tout le monde n'ira pas bien, d'ailleurs ça va de moins en moins bien. Donc il faut avoir une vraie politique là-dessus qui permette de révéler les talents. Donc oui, il faut continuer ça. Mais il faut aussi avoir une politique beaucoup plus large que l'État a vocation à porter. Donc oui aux initiatives des associations, des grandes écoles, des universités, de certains employeurs, parce que les employeurs ont des initiatives, là aussi, remarquables. Et ils le voient. Là aussi, c'est de la sensibilisation et c'est
montrer que c'est accessible à toutes et tous. Moi, je ne surestimerai pas ce plafond de verre. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a des métiers qui se sont féminisés massivement et d'autres qui ne se féminisent pas. La magistrature, la médecine se sont beaucoup féminisés. Les métiers très technologiques sont aujourd'hui moins féminisés. Je pense pour autant que ce n'est absolument pas une fatalité. Donc c'est d'abord de le valoriser, là aussi dès le collège et le lycée. Il y a eu un débat récemment avec les associations de femmes ingénieurs, parce que c'est vrai que les femmes sont moins nombreuses parmi les ingénieurs. C'est de montrer que c'est possible, c'est de le valoriser, c'est d'informer. Et donc ça, c'est toute la politique d'orientation que je veux conduire dès la fin du collège et au lycée. Qui se construit comment ? Et qui se construit avec une vraie politique, si vous voulez, d'accompagnement, et là aussi, pour casser l'autocensure et les représentations collectives. En ayant des femmes, des hommes qui vont expliquer que les métiers sont ouverts à toutes et tous et qu'il y a un accès et un intérêt, on change les représentations. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? Les jeunes filles, en particulier, quand elles viennent de milieux moins bien formés, même si elles réussissent, ce sont leurs mères qui leur expliquent ce vers quoi elles doivent aller. L'orientation est un élément décisif. Moi, j'arrivais d'être pompier, comme tous les gamins, quand j'étais en CPCE1. Pas conçu mon avenir. C'est au moment où ça se conçoit, c'est là où, à mon avis, le cœur du problème se construit. Et c'est là où la jeune fille va avoir le poids des représentations, est en âge de pouvoir commencer à les déconstruire ou les reconstruire elle-même, et se dire, ce métier-là, on m'en avait jamais parlé, en effet, ma maman ne fait pas ça, mais ça peut être pour moi. Et donc, ça suppose qu'il y ait des gens qui viennent dans l'école pour expliquer le dit métier, expliquer la filière, expliquer que c'est ouvert aussi pour eux. Exactement. Et ça, j'y tiens beaucoup. C'est la même chose pour les discriminations. C'est donc avoir une information en bon ordre. Je pense qu'on ne peut pas charger les professeurs des écoles de cela en totalité. Il faut les sensibiliser. Mais le défi de l'école primaire est tellement grand aujourd'hui. Quand on a 20% des élèves qui ne savent pas bien lire, écrire, compter en CM2, je vous mentirais à dire, pour moi, la priorité, c'est qu'ils aillent dire aux jeunes filles qu'elles peuvent accéder à certains métiers. Il faut le faire, en tout cas, de manière sûre, déjà en 3e et au lycée. Par contre, c'est de faire rentrer ces acteurs à ces niveaux-là, d'avoir une vraie pédagogie et de sortir d'un système dans lequel on est, où aujourd'hui, soit c'est la famille, et du coup, il y a une surdétermination, parce qu'on reproduit toujours les modèles d'où on vient, soit c'est la super matrice qu'on a sur Internet, avec un logiciel unique, vous ne comprenez pas les métiers, et au fond, c'est un maquis dans lequel vous vous perdez. Donc, en effet, c'est de construire des modèles, des exemples, des parcours dans lesquels vous pouvez vous reconnaître. Donc, sur ce sujet qui est très important, moi, je ne ferai pas de promesse de cathédrale sur ce sujet parce qu'on ne sait pas ni le financer ni vraiment le construire. Par contre, si on veut avoir une réponse en termes de petite enfance très structurante, ce sont les crèches. Et donc, c'est un engagement de l'État, c'est dans mon projet, d'accompagnement des collectivités pour beaucoup plus développer les crèches et surtout une vraie transparence des mécanismes d'affectation des crèches, qui aujourd'hui n'existent pas. Et donc là-dessus, c'est la politique volontariste. Je ne promets pas aujourd'hui, parce que je mets tout l'accent sur fin de maternelle et début de primaire en termes de scolarisation, mais et parce qu'on sait bien les difficultés qu'on a obligées à la scolarisation des 2 ans, ce qui est une idée qui peut paraître séduisante et à laquelle j'adhère dans le principe. Mais pour moi, c'est vraiment le programme de construction des crèches et la transparence des règles d'affectation. En acte, il ne faut pas promettre, il faut faire. 50% des référents départementaux que j'ai nommés sont des femmes. 50% des candidats qui seront investis aux élections législatives seront des femmes. C'est dans les 5... On est monté à beaucoup plus, on est à plus de 40%, parce que j'ai lancé un appel. Mais on a, je crois, près de 13 000. Alors ça, c'est autre chose, je vais y venir. C'est l'appel que vous lancez sur Internet. On est à près de 13 000 candidatures. Donc vous imaginez, ça veut dire qu'on a des milliers de candidatures de femmes, donc on aura un tout. Exactement. Donc on a largement... Ces 2 femmes pourront plus choisir, etc. Et prendre vraiment les meilleures. On a fait en effet, on a commencé des journées de formation, les fameux dimanches, où là, parce que c'était un élément important pour casser l'autocensure. Moi, j'ai fait cet appel, certains ont été choqués, il y en a qui ont adoré, bon, ça fait réagir parce qu'on n'est pas habitué, mais c'était de dire, moi j'ai bien vu ce qui se passait. On les voit, vous savez, des femmes qui sont mobilisées, actrices de terrain, formidables. Les 2-3 que je testais, me disaient non, c'est pas fait pour moi. Mais elle le verbalisait. Je me dis, c'est pas possible. Pourquoi ce serait pas fait pour toi ou pour vous? Il y a rien qui justifie ça. Donc, le fait d'en parler a vraiment, et moi je l'ai mesuré, j'ai reçu des centaines de mails, disant on ne pensait pas, mais on a compris l'appel et autres. Et c'est un engagement citoyen très fort. Donc ça a permis de lever les choses. La deuxième chose, c'est que les femmes candidates
On dit très bien, nous on veut bien, mais on ne sait pas faire. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Demande qui vient très rarement des hommes. Et donc, elles ont demandé des journées de formation, mais ce qui est très bien. C'est une formidable expérience. Et donc, il y a eu, en effet, un premier dimanche qui a été organisé pour ce faire, de formation de qu'est-ce que c'est être député, comment on construit son dossier, quelles sont les compétences qu'il faut avoir. Et c'est ça formidable. La parité. Oui, je m'y suis engagé. Monsieur Macron, seuls 25% des Français se revendiquent comme catholiques. Que pensez-vous de réviser le calendrier en banalisant les jours fériés catholiques et accorder un crédit de jours de congé à poser selon les convenances personnelles? Ceci, bien sûr, dans une volonté de représentation de tous les Français. Je ne suis pas favorable à cette mesure. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense que, je l'ai plusieurs fois dit, la France est un pays qui a des racines catholiques, judéo-chrétiennes, avec des fêtes qui correspondent en effet à, à ce calendrier. Il y a eu plusieurs propositions qui ont été faites, soit celle-ci de laïciser certains jours, en quelque sorte, de donner un droit de tirage, soit de remplacer ces fêtes par des fêtes d'autres religions. Je suis favorable à la laïcité et au principe strict de 1905. Je ne suis pas favorable à réouvrir des sujets de représentation collective qui vont insécuriser nos concitoyens sur des sujets éminemment symboliques. Je crois au demeurant que les réformes passées sur le temps de travail sont de nature à donner suffisamment de jours de congé qu'on peut garder dans ses comptes. Quelle est votre passion hors politique? Qu'aimez-vous faire hors travail? S'il n'en faut qu'une seule, c'est dur. Je crois quand même celle dont je me passerai le moins, c'est lire. Et après, c'est marcher. Tout ça est cohérent.